Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Margot nous partage son voyage engagé pour la cause animale qu'elle fait avec ses 2 chiens Raika et Saiko ainsi que son compagnon. L'idée est simple, découvrir les pays les plus dog-friendly d'Europe, partager ce qu'elle y apprend tout en soutenant les associations engagées dans la lutte contre l'abandon. Une aventure que je voulais donc absolument te partager, tant elle est importante. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Margot, bienvenue sur le podcast Tweet. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Super, merci beaucoup déjà de m'accueillir et ça va être un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Alors rappelle-moi, tu te trouves dans quel pays aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous parle depuis la Slovénie. Trop bien. En plus, c'est un pays dont on entend pas mal parler, je trouve, ces dernières années, notamment sur le côté dog-friendly. Donc, j'espère que tu vas pouvoir nous raconter plein de choses là-dessus. Avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter ta petite famille ? Ouais. Alors, donc, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Je suis étudiante en école de commerce, donc en 4e année, j'ai bientôt fini et je suis du coup en année de césure, ce qui explique tout ce projet-là. Avec moi, il y a donc mon chéri qui s'appelle Andy, qui a 22 ans aussi. Lui, il est plombier, donc il a un peu mis entre parenthèses sa vie professionnelle, le temps de faire le projet. Et puis, on a à nos côtés les principaux concernés. On a Reika, qui est une Eurasier qui a 3 ans. Et Saiko qui lui a 2 ans et demi, je crois que voilà quelque chose comme ça, qui est un croisé husky et samoyède. Donc que du poil, que du fluff. Et pour ceux du coup qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément ton aventure, donc en année de césure, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, quel est le projet, ce que tu fais, pourquoi tu es en Slovénie ? Ouais, alors du coup, pour reprendre un peu du début, avec mon école, on a l'opportunité de faire ce qu'ils appellent des pro-acts. Donc en fait, c'est des projets qu'on mène en tant qu'étudiant de A à Z, un peu comme des entrepreneurs. Et on a la possibilité de les faire à l'étranger. Et donc quand est venue l'obligation, parce qu'on doit faire un pro-act nomade, enfin pas forcément nomade, mais on doit faire un pro-act pendant notre scolarité, je me suis dit que j'allais mêler ça à ma passion, vu que forcément je suis une maman chien un peu gaga, et donc j'ai voulu faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Combiner le fait de partir à l'étranger et les animaux, je me suis dit forcément faut que je parle du fait qu'on puisse voyager avec ces animaux, et ça a forcément un lien avec une cause qui me tient à cœur, c'est celle de la lutte contre l'abandon, parce que on voit énormément d'animaux abandonnés évidemment sur la période estivale, et donc je me suis dit voilà, faut qu'on montre que c'est possible de voyager avec ces animaux, et donc c'est comme ça qu'a débuté le projet. On s'est interrogé sur comment on allait voyager avec nos animaux. Est-ce qu'on allait prendre la voiture, le train, l'avion, toutes ces choses-là. Et puis l'option du van a été la plus simple à nos yeux, parce que ça nous permettait d'avoir notre maison et en même temps pouvoir bouger avec les chiens assez librement. Finalement, l'Europe, c'est un peu devenu une évidence, et on a voulu donc choisir les pays les plus réputés dog-friendly pour les visiter et se rendre compte par nous-mêmes de à quel point c'est facile ou pas d'emmener son animal dans ces pays-là. On a commencé donc par la Norvège, donc on est monté tout au nord tant qu'il faisait encore un peu jour et pas trop froid, et on a fait la Suède. Ensuite, on est descendu en Autriche. On est donc désormais en Slovénie et il nous reste encore la Croatie et la Grèce. Donc on essaie de faire à peu près 1 mois par pays pour bien découvrir le pays en question. Trop bien. Et c'est vraiment des valeurs qu'on partage chez Twip. C'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir t'avoir sur le podcast et en discuter un petit peu. Enfin, dans tous les cas, comme je te disais tout à l'heure, on est bientôt à 40 épisodes, et sur tous ces épisodes, toutes les personnes qui ont été interviewées ont prouvé qu'on pouvait faire des choses au-delà, je pense, de l'imaginable. Donc c'est trop chouette, et je trouve ton initiative trop cool. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur cette initiative ? Qu'est-ce que tu fais justement pour la lutte contre l'abandon dans ton projet ? Et je trouve ça trop chouette. Enfin, je me dis, ton école a pu être un peu surprise, j'imagine, par ce que tu as voulu mettre en place. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Comment tu leur as apporté le projet et qu'est-ce qu'ils en ont pensé surtout ?
Ouais, alors J'ai fait 2 questions en une. pas de souci. Alors du coup, dans mon école, on a chaque fois qu'on fait un ProAct, on a un coach qui nous est associé. Donc c'est vraiment ce coach-là qui va valider notre initiative et accepter ou pas finalement le projet. Parce que si je présentais juste le fait de partir en voyage avec mes chiens, ça n'aurait pas du tout pu être porté par l'école et valider un quelconque requis diplômant. Et donc vraiment, c'est pour ça que le projet est vraiment articulé autour de cette lutte contre l'abandon et du message qu'on souhaite véhiculer. Et donc l'école a grandement accepté parce que du coup je vais écrire des e-books dans chaque pays qu'on traverse pour pouvoir faciliter le voyage auprès de n'importe qui, que quelqu'un qui veut se rendre en Norvège ait déjà les informations, un itinéraire, qu'est-ce qui est facile à faire avec son chien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est vraiment le fait de promouvoir le voyage avec son chien de cette manière-là, autant sur nos réseaux parce qu'évidemment on partage nos aventures, que à travers ces e-books-là. Et on a fait donc une petite campagne de crowdfunding pour nous aider à monter le projet parce que du coup on a construit notre van de nos propres mains depuis le début. C'est mon chéri qui a tout fait lui-même en 4 mois, donc c'était un peu le rush. Ah ouais, super rapide. Ouais, hyper rapide. Il était complètement vide. On a tout fait. On s'est vachement aidé des ressources du van migrateur. J'ai vu que t'avais fait un épisode et franchement ça aide énormément. Ouais, leur contenu, il est vraiment top là-dessus. Bah, pareil, quand on a aménagé notre van, on s'est basé pas mal dessus, ouais. C'est une vraie bible et donc du coup ça nous a vraiment aidé pour tout aménager. Surtout qu'on partait en Norvège et tout, donc c'était vraiment des pays où fallait pas faire de bêtises sur l'aménagement quoi. Et donc du coup quand on a fait cette campagne de crowdfunding, déjà ça me tenait à cœur de soutenir une association. Donc dans les contreparties qui étaient proposées, parce que c'était une campagne Ulule, on avait donc un don à une association. Donc on a pu faire déjà un don d'une centaine d'euros à une association qui est bordelaise vu que moi je suis sur Bordeaux. Donc on a pu acheter des croquettes, des choses qui leur sont utiles. Et alors j'ai essayé surtout dans les pays nordiques. C'est vrai que là j'ai trouvé un peu moins d'associations, mais j'ai déjà pu rencontrer une association en Norvège pour discuter un peu de eux où ils en sont, comment ça se passe, les abandons. Est-ce que c'est comme en France? Est-ce que ils gèrent la chose différemment? Donc c'est vrai que j'ai pu avoir ce retour de la Norvège qui est très intéressant parce que c'est des pays qui sont quand même assez avancés sur la cause animale. Et l'idée, c'est de pouvoir soutenir les associations, notamment grâce à Pennypet. Je crois que du coup tu les connais un petit peu, mais on a Pennypet qui du coup sponsorise notre projet et grâce à eux on peut encore plus agir parce que si quelqu'un par exemple ouvre un compte Pennypet, ça permet de soutenir notre projet, mais également de soutenir les associations qui sont soutenues par Pennypet. Donc Ok, voilà. alors là, tu soulèves 1 milliard de questions de mon côté. Rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Pennypet? Ouais. Alors Pennypet, c'est un service de banque en ligne, si je puis dire. Donc on a une carte bancaire en fait qu'on utilise d'ailleurs pendant tout notre voyage. C'est une Mastercard, donc utilisable à l'étranger sans avoir de frais particuliers, hormis les comment ça s'appelle? Le change, tu Les sais, frais de change, les les frais taux de change, ouais. voilà, hormis les taux de change. Et donc on utilise cette carte qui nous permet d'avoir un impact pour le bien-être animal parce que quand on a une carte Pennypet, on a 0,10% de chacun de nos paiements qui est reversé à un fonds de solidarité pour des associations. Donc ça permet en payant de finalement soutenir une cause qui nous tient à cœur. Et c'est vrai qu'avec les dépenses qu'on a eues pour le van qui ont été assez élevées, on a eu du coup un impact qui était déjà assez sympa. Et Pennypet, c'est aussi un programme de cashback. Donc là, nous, on en bénéficie un petit peu moins avec le van parce que pour se faire livrer des choses, C'est un peu plus compliqué. voilà. Rien que pour se fournir en croquettes, c'est tout un challenge. Donc tu nous en parleras après. Ouais. Et donc du coup, voilà, il y a possibilité de commander avec des marques partenaires avec la carte pour gagner un peu de sous, donc avoir un cashback sur chaque paiement qu'on fait en plus de l'impact pour les associations. Trop bien. Et si vous voulez en savoir plus, on mettra les infos en description. Donc, tu disais que tu avais échangé avec des personnes en Norvège sur la cause animale. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as appris là-dessus? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ouais, écoute, on a été dans une association qui s'appelle Fod Oslo. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une association qui ne faisait pas que des chats. Donc déjà, ça témoigne de quelque chose, c'est que là-bas, les chiens sont pas tant abandonnés que ça par rapport aux chats. Pour les chats, c'est un peu moins cool, mais il y a vraiment moins d'abandon pour les chiens en tout cas.
qu'en France et c'est vrai qu'ils ont une approche qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître dans nos refuges un peu classiques français. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations en France qui essaient de changer les choses, d'utiliser des familles d'accueil pour que ce soit moins traumatisant pour les animaux. Alors là-bas, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ils ont vraiment des espaces qui sont conçus pour eux. Ils ont des pièces, chacun a une grande pièce et ils ont en fait un bénévole qui leur est attitré. Et donc c'est ce bénévole-là qui s'occupe d'eux pendant tout le processus d'adoption. Et même pour les chats, c'était assez hallucinant. Ils sont bien plus, j'ai envie de dire dans le respect, pas qu'on ne respecte pas en France, mais c'est vrai que c'est encore plus poussé. C'est-à-dire que les chats avaient des pièces. En fait, tu avais un sas déjà avant d'arriver dans la pièce du chat. Alors parfois ils vivaient à plusieurs suivant les ententes, hein. Et par exemple avant d'arriver il faut toquer pour prévenir de ton arrivée, pour que le chat sache que quelqu'un arrive dans son espace. Tu as une sorte de sarbacane qui traverse le sas et qui va donc directement dans la pièce du chat où tu mets une friandise quand tu arrives pour créer une association positive. Donc tu vois tout ça déjà c'est hyper cadré et c'est super sympa parce que les chats ont un peu moins cet intérêt-là, je dirais en France, on regarde peut-être un peu moins si s'ils font des associations positives, etc. Et là c'était vraiment hyper important. Et quand on rentre, bon, nous on n'est pas rentré dans les espaces des chats parce que pour pas les embêter, mais même dans leur espace à eux et avec les bénévoles, ils ont du scotch au sol qui détermine un espace où le bénévole n'ira pas. Donc en fait, c'est ça qui est hyper marrant, c'est que quand eux-mêmes ils rentrent dans l'espace, ils ont un carré à ne pas dépasser pour que le chat puisse s'isoler s'il a pas envie d'avoir d'interaction avec l'humain. Donc ça c'est pour le chat par exemple. Les chiens on les a pas trop vus parce que pareil ils veulent pas qu'il y ait trop d'étrangers qui les perturbent plus que ça. Mais alors ceux qui aboient beaucoup, qui ont plus d'angoisse, ont une pièce qui est un peu plus grande, avec plus de lits, enfin tout est hyper adapté à chaque individu. Et ils ont évidemment un suivi comportementaliste en positif. Et ils sont hyper à cheval là-dessus. C'est de l'éducation positive. Il y a pas d'étrangleur, rien de tout ça. Et donc voilà, c'était super intéressant de voir déjà rien que dans le refuge l'aménagement qui a été fait quoi. Après, comme tu le disais, il y a très peu d'abandon aussi. Est-ce que c'est pas plus simple à mettre en place quand t'as que quelques chiens à gérer que par rapport à nos SPA en France, qui sont les SPA et toutes les associations qui sont ultra nombreuses et pleines à craquer quoi. Ouais, oui, je pense que c'est plus simple parce qu'ils ont moins de chiens et que les chats demandent pas de sortie régulière, donc forcément l'environnement est plus facile à adapter. Mais il me disait voilà que les chiens, les gens ont plus cette attache et ce relationnel là qu'avec les chats. De ce que me disait celle qui tient le refuge, vraiment les chats sont plus facilement considérés comme des objets que les chiens qui ont vraiment plus une attache. Enfin, c'est au niveau des mœurs, quoi. Elle me disait que les chiens étaient bien plus dans les familles et les quotidiens que les chats, quoi. Donc, ça explique un peu ce phénomène-là, quoi. C'est assez marrant. Ce qui est quand même pas mal différent de chez nous, où j'ai l'impression que vraiment les chiens et les chats sont à peu près, à peu près sur un pied d'égalité. Là-bas, non, c'est pas ça, ouais. Et alors, comment t'as choisi les pays qui étaient les plus dog-friendly? Alors, j'ai fait des petites recherches sur Internet. J'ai regardé ce qui ressortait le plus. Après, j'avais forcément des pays que je savais intéressants. La Norvège, la Suède, ça m'a toujours un peu attiré. C'est vrai qu'ils ont une approche qui est pas la même, qui est parfois un peu plus en avance, un peu plus poussée dans le respect de l'animal. Donc déjà les pays scandinaves, c'était un peu obligatoire, sachant qu'en plus la Norvège, ils ont un rapport à la nature très différent. C'est ça, c'est ce que je vais te dire, c'est que la Norvège, en plus, c'est pour faire avec son chien, c'est incroyable parce qu'il y a énormément de randonnées. Je crois que c'est même inscrit dans la loi que n'importe qui peut profiter de la nature. C'est la notion de propriété privée est même assez floue parce que du coup n'importe qui est censé pouvoir profiter de la nature. Et donc c'est vrai qu'avec son chien, c'est d'autant plus intéressant parce que tu as tellement de paysages fous que c'est super à faire avec son animal. Et puis après, donc on a fait Suède qui est quand même je vais pas dire ressemblant. Alors en termes de paysage, c'est pas ressemblant par rapport à la Norvège, mais en termes de mentalité un peu plus. Et puis on est passé à l'Autriche, la Slovénie. C'est vrai qu'on a hésité à faire la Suisse aussi parce que on sait que la Suisse ils sont hyper cool aussi avec les animaux quand on voyage. Mais bon, ça faisait 2 pays
assez cher avec la Norvège parce que, qu'on se le dise, la Norvège, c'est un certain coût. Oui, et puis en plus, il me semble que la Suisse en van, c'est pas très très simple non plus. Enfin, même, il me semble que tu payes tous les endroits où tu te parques, etc. Donc ça peut être vite compliqué. C'est ça. Après, on a la chance du coup d'être hors saison. Donc là, l'Autriche, c'est pareil. Normalement, le camping sauvage est interdit, la Slovénie aussi. On n'a pas été du tout embêtés pour le moment. Et la Norvège, au contraire, le camping sauvage est autorisé et même il y a partout des endroits où on peut se poser avec de quoi faire du feu, de quoi aller aux toilettes. Donc c'est hyper sympa. La Norvège en van, c'est plus simple, en tout cas que les autres pays. Et puis après, on a la Croatie et la Grèce. C'est vrai que la Croatie, j'avais déjà vu que c'était un pays qui était assez dog friendly. Je sais qu'il y a beaucoup de réserves naturelles qui sont autorisées aux chiens, où on peut voyager avec les chiens. Donc du coup, voilà, on va découvrir si c'est vraiment aussi dog friendly que ce qui a été dit. Mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air. Les Slovènes, en tout cas, là où on est, les Slovènes adorent les chiens, donc c'est hyper cool. Trop bien. Du coup, tu t'es plutôt basée par rapport à l'accès à la nature, si je comprends bien? C'est ça, ouais, l'accès à la nature et l'approche que les gens vont avoir avec les animaux, s'ils sont bien accueillis, si tu vas aller au restaurant, c'est simple. Est-ce que on peut faire des activités avec eux? C'est beaucoup autour de ça. Alors ça varie beaucoup suivant le pays. L'Autriche, il y avait un petit peu moins d'activités accessibles avec son chien, mais globalement, c'est quand même des pays assez cool à visiter avec ses animaux, quoi. Tu as dit donc que tu avais pu échanger avec des personnes qui travaillaient dans les associations en Norvège. Est-ce que tu as réussi à échanger avec d'autres locaux dans les autres pays que tu as visités ou, enfin, tu vois, pour discuter justement de cette question d'abandon? Ouais, alors j'ai pas forcément trouvé d'association, mais j'ai pu discuter avec des locaux, avec des gens qui du coup ont un avis, je pense, assez intéressant sur le pays dans lequel ils vivent. J'ai parlé avec une guide touristique en Slovénie qui nous a dit que bah pareil, les chiens, ils adoraient les chiens, qu'ils étaient les bienvenus et on l'a beaucoup ressenti en Slovénie. C'est vrai que là, les restaurants, les gens nous accueillent les bras ouverts, nous donnent les gamelles. Enfin, on n'a pas besoin Ouais, de surtout demander que toi, quoi. t'arrives avec 2 gros chiens, quoi. C'est pas une nana qui arrive avec son petit York où généralement, même si c'est pas autorisé, ça passe C'est parce ça. qu'il est petit. On peut pas les cacher dans les sacs à main, c'est C'est pas ça. possible. Non, du coup le test est vraiment fait à 100% parce que ouais, on a deux chiens qui sont assez volumineux, je dirais. Reika, elle doit faire Bon, 20. même si en vrai, c'est que à cause des poils. Oui, c'est ça. Le poids y est pour beaucoup. En vrai, ils sont pas si gros, tu vois. Reika fait 23 kilos et Saiko 27. On dirait qu'il en fait 50, mais il fait que 27 kilos. Mais il a la tête du malamute, donc du coup les gens ont l'impression à chaque fois qu'il est énorme, mais il a que du poil, c'est une pure arnaque Psycho. Mais donc du coup ouais, au restaurant c'est volumineux quoi, comme chien ça prend de la place, donc ça peut être compréhensible que parfois ça puisse être gênant d'avoir des aussi gros chiens. Bon, surtout que ils sont franchement très très sages quand on est au resto, mais forcément un animal a envie de bouger, donc des fois il bouge un peu. Je sais que là, on était dans une table, on avait des touristes anglais, non pas anglais, qu'est-ce que je dis? On avait des touristes italiens à côté de nous. Et ils arrêtaient pas de parler aux chiens. Et Saiko, par exemple, il adore faire le loup, donc il faisait le loup dans le restaurant, mais en fait, ça faisait rire tout le monde, tu vois. Donc non, l'approche est super cool en Slovénie. Ils sont, tu vois, la touriste me disait que, enfin la guide touristique pardon me disait que vraiment ils adorent les chiens et ça se ressent devant tous les supermarchés. T'as un endroit où tu peux laisser ton chien avec une gamelle d'eau par exemple. Alors moi je le ferai pas parce que en France on a beaucoup de vols, je sais pas si c'est autant le cas dans les autres pays, mais je m'y risquerai pas en tout cas. Là-bas ça a l'air d'être monnaie courante, il y a des gamelles d'eau devant tous les supermarchés avec de quoi attacher son chien quoi. Donc ça, je pense, ça témoigne quand même de quelque chose, c'est que il y a déjà plus cette confiance-là. En France, moi, j'aurais vraiment peur de me faire voler mon chien, donc je le ferai pas. Donc voilà. Après, tu vois, Suède, on avait fait du chien de traîneau, donc j'avais pu discuter avec la dame qui avait ses chiens. Euh, Après, pour le coup, j'avoue que l'approche qu'ils avaient, les mushers, c'est plus spécial quand même, tu vois. Il y a beaucoup de Ouais, c'est quand même chiens. différent. Voilà, il y a beaucoup de chiens, ils vivent pour la plupart en extérieur. Bon, je me suis pas trop basée sur ce qu'elle a dit forcément, mais je sais que la Norvège, ça ressemble beaucoup à la Suède. Et quand j'en avais parlé avec l'association norvégienne, ils m'avaient dit que en Suède, c'était globalement le même constat, quoi. Donc là, si on reprend un petit peu ton voyage, où est-ce que t'en es? Donc t'as prévu 6 pays, c'est C'est ça? ça, Et t'es ouais, à la c'est ça. moitié. C'est ça. En gros, on est parti 6 mois.
Il nous reste Mhm. 2 mois, donc Oui, aïe, aïe. ouais, donc ça arrive très très vite. On a fait, alors on est parti en Norvège, on a un petit peu visité les pays sur la route quand même parce qu'on n'a pas pu s'empêcher, tu vois, de passer. Bah oui, j'imagine, C'est ça. tracer tout droit directement alors que tu passes par plein d'endroits où t'irais peut-être pas une prochaine fois. C'est ça, donc on a été à Amsterdam avec les toutous, on a vu des petits concept stores qui étaient sympas, donc ça je trouvais ça marrant de voir ce qui se faisait en dehors de la France aussi. On est passé par le Danemark. Au retour, on a pas mal fait Copenhague, une ville qu'on a adorée franchement. Et donc du coup, on a essayé de faire à peu près un mois par pays. C'est difficile de toujours s'y tenir. La Norvège, on a fait à peu près ça. La Suède aussi, je pense qu'on a fait on a fait un mois. Et Autriche, en vrai, on a pas mal tenu. On a un peu perdu de temps en descendant de la Suède à l'Autriche. Parce que du coup, on En a même temps, il y voulu, a quelques kilomètres. voilà, il y a quelques kilomètres et on a voulu faire un petit détour par Prague, vu qu'on n'était pas très loin. Donc, on a fait un petit détour par Prague. Et justement, j'ai déjà été à Prague, mais j'avais pas de chien à l'époque, et j'ai été mais choquée du nombre de propriétaires de chiens dans cette ville. Enfin, il y en a absolument partout. Comment tu l'as vécu, toi? Ouais, ouais, mais il y en a pas mal. Alors pour le coup, on n'est pas resté très longtemps à Prague non plus. On s'est juste un petit peu baladé dans les rues, etc. Une chose qui est hyper pratique quand on est dans des grandes villes comme ça, j'y pense en parlant, c'est vraiment d'avoir des canicodes. C'est un détail, mais quand on part en voyage, moi j'en ai commandé en cours de route que j'ai fait ravitailler par ma sœur. On a pris une main barrée pour que les gens touchent pas forcément les chiens, parce que suivant le pays, c'est pas toujours acquis que il faut demander, hein, mais comme en France, j'ai envie de dire. En Norvège, les gens demandent énormément, ou alors s'ils demandent pas, c'est tellement respectueux que que c'est pas gênant du tout, quoi. Enfin, on a vu des gens qui allaient se mettre à quatre pattes pour venir dire bonjour au chien, quoi. Donc quand les gens font ça, t'es plus content qu'énervé qu'ils t'aient pas demandé. Donc ça dépend des pays, mais c'est vrai que dans les grosses villes, quand il y a beaucoup d'affluence, Prague avait beaucoup de monde, le canicode il aide énormément, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans donc les 4 principaux pays que tu as déjà fait, enfin Slovénie, tu es en train de le faire, Ouais, on est sur la fin. ok, les endroits que tu as préféré voir, que tu as trouvé super accessibles ou que tu conseilles vraiment absolument à faire si les auditeurs y vont avec leur chien? Ouais. Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu quand même, que je fasse le petit récap. Euh, la Norvège, j'ai envie de dire partout. La Norvège, il y a plein de trucs à faire. Il y a les fjords. Nous, on a quand même fait des villes. On a été quand même à Oslo, mais c'est vrai qu'on y a été plus pour la nature que pour les grandes villes. Mais on a fait des randonnées absolument magnifiques. Si les gens aiment la randonnée, la Norvège, c'est vraiment incroyable. Donc on a fait des grosses randonnées, on a fait le Preikestolen. Je crois que c'est 8 kilomètres, mais il y a pas mal de dénivelé, donc ça faisait pas mal aux jambes. Mais on a fait des très belles randonnées. Je sais qu'il y a le Trolltunga. Nous, on l'a pas fait parce que on était ric-rac en termes de saison. Il y a une période en Norvège où ils disent qu'il vaut mieux y aller avec des guides. Et nous, quand on y était, les conditions météorologiques étaient pas terribles. Ça, c'est Par important. rapport à quoi? À la pluie? Ouais, il commençait à y avoir pas mal de pluie et donc ça devient hyper glissant en fait. Trolltunga, c'est une randonnée qui fait, alors quand les parkings sont ouverts, je crois qu'il y a une vingtaine de kilomètres ou 24, quelque chose comme ça. On tombe à presque 30 quand les parkings qui mettent le plus haut ferment, et nous ils avaient fermé, donc ça faisait une randonnée à 30 kilomètres. Avec un peu de pluie, on s'est dit non, on va la jouer safe quand Comment ça même. fait? C'est ça. On s'est dit on va la jouer safe, on randonne quand même pas mal, mais pas à ce point, quoi. Et donc je pense qu'on a bien fait parce que c'est une randonnée où il y a eu des morts, parce que en fait la Norvège, c'est souvent des paysages qui sont incroyables, mais où tu vas avoir des rochers et du vide derrière, et donc voilà, quoi. Et donc du coup, si tu fais pas attention, l'accident il est hyper vite arrivé. Donc la Norvège, voilà, il y a plein de randonnées à faire. C'est vrai que nous on a été aussi jusqu'au Cap Nord, donc on s'est éclaté, et je pense que la Norvège, ce qu'on a préféré, c'est les îles Lofoten. C'est pas toujours dans le circuit des gens parce que c'est vrai que ça demande un grand détour, c'est quand même bien au nord, les îles Lofoten, mais il y a des randonnées absolument incroyables, il y a des points de vue vraiment magnifiques. Donc vraiment là, en Norvège, je crois que c'est les îles Lofoten qui nous ont le plus éblouis, je dirais. Passons à la Suède. La Suède, on a adoré la Laponie suédoise.
On a vu des paysages complètement enneigés, des rennes. Enfin, c'était assez dingue. Et donc les chiens adorent la neige. On a des chiens de neige de toute manière, mais ils adorent ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pour tous les chiens. Enfin, tu vois, j'habite à la neige depuis peu. Tous les chiens que je vois sont complètement fous dans la neige. Même mon rayonné, il adore la neige. Ouais, c'est assez dingue. Non, mais c'est assez dingue. Et donc là, quand ils ont vu les quantités de neige, ils étaient complètement fous. Reika, elle est encore pire que Saiko. Elle se jette, tu sais, la truffe dans la neige en avant et tout. En mode renard des neiges. C'est ça. Donc, elle a trop aimé. On a eu des petites péripéties parce que on a voulu faire des randos et une longe nous a échappé des mains. Saiko est un gros chasseur. Reika l'était pas, mais le suit. Heureusement, on a réussi à les récupérer. Mais juste après, on a envoyé le drone et en fait, il y avait un troupeau d'une cinquantaine de rennes juste à côté, quoi. Donc on l'a vraiment échappé belle parce que je pense que si on les avait pas récupérés, on les aurait tu m'étonnes. difficilement retrouvés parce que les rennes bougeaient en fait vu qu'ils nous avaient entendus et que les chiens couinaient. Tu vois, j'ai fait un réel sur mon Instagram où on le voit en fait, t'as les rennes qui migrent comme ça tous en même temps. J'imagine le chien qui court derrière et les humains impossible de les rattraper quoi. Ça aurait été ça aurait été galère. Mais donc c'était quand même assez impressionnant et assez cool de voir ces animaux là quoi. T'en voyais beaucoup en Norvège et en Suède des animaux sauvages? Alors, dans le nord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rennes. En fait, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est souvent des rennes d'élevage parce qu'en fait, ils ont des populations là-bas qui s'appellent les Samis, qui sont originellement des éleveurs de rennes. Et donc, quand c'est l'hiver, je crois qu'ils les laissent un petit peu en liberté et donc tu tombes sur énormément de rennes. Je sais pas si je crois pas qu'on ait vu d'autres animaux en Norvège. Enfin, on a été voir un zoo. C'était pas un zoo, c'était une réserve naturelle, mais ça c'était en Suède, je crois. Non, il y a surtout beaucoup de rennes quand t'es au nord. Après, quand tu randonnes, on n'a pas fait de rencontres particulières. Euh, et donc après, si je dois continuer, l'Autriche, on a eu beaucoup de mal à faire les randonnées et le programme que j'avais fixé parce qu'on y a été quand il y avait les énormes chutes de neige. Et donc il y a eu beaucoup de routes qui ont été bloquées. C'était franchement galère. On a fini par s'acheter des raquettes pour essayer de faire des petites randos quand même en raquettes, quoi. Mais on a beaucoup aimé Vienne pour le coup. Alors c'est une ville avec les chiens, c'est pas pareil, c'est différent, mais on a beaucoup aimé la ville de Vienne. Mais après c'est vrai que c'est en Autriche, ça dépend vraiment, je pense, de la saison à laquelle tu fais le pays, parce que c'est vrai que nous, vu qu'on arrivait sur la période où il neigeait beaucoup, c'est pas du tout la même expérience, je pense, que quand tu y vas en plein été où t'as vraiment des lacs bleus, un peu comme la Suisse, tu sais, où tu fais des randos autour des lacs qui sont cristallins, quoi. Nous, on n'a pas eu trop la chance de les voir autant, parce que les routes étaient fermées, donc l'Autriche, je sais que le Tyrol, c'est très joli. On a beaucoup aimé le Tyrol, même si c'était sous la neige, mais je pense que c'est une jolie région à découvrir aussi quand il n'y a pas de neige. Et là, la Slovénie. La Slovénie, c'est une énorme surprise parce que c'est un pays, alors on en entend de plus en plus parler, mais c'est pas le pays touristique qui fait forcément rêver et qu'on voit partout. Et en fait, il y a énormément de choses à faire. On a fait il y a plusieurs gorges, il y a beaucoup de gorges. On a fait les gorges du Vingar, Tolmin, je crois aussi. Et la chance qu'on a, c'est que de les faire hors saison, on paye pas, parce que je pense que l'été c'est payant. Il me semble que l'été c'est payant. Et ce qui est hyper rigolo, c'est que quand il va, donc nous, il fallait qu'on y aille à nos risques et périls, si tu veux. Mais les chiens, ils avaient un petit passage exprès pour les chiens où ils passaient à côté du tourniquet, tu vois. Et Trop mignon. Ouais, c'est donc vraiment prévu pour. c'est ça, c'est ça. Donc je pense que l'été c'est sympa, mais ça doit être franchement blindé l'été parce que à mon avis il doit y avoir beaucoup de monde. S'ils font payer, s'il y a des petits tourniquets, tu vois, je pense qu'il y a énormément de monde. Mais la Slovénie c'est franchement une de nos plus belles découvertes, avec la Norvège évidemment qui est époustouflante, mais la Slovénie c'est autant des montagnes que le côté où il y a la mer avec l'Adriatique. Où tu peux faire du vélo dans les marais salants. Il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de grottes aussi. Bon, les grottes avec les chiens, c'est pas autorisé généralement parce que je pense que pour la préservation, c'est mieux qu'il y ait pas de chiens. Et je pense que vu les hauteurs, valait mieux pas avoir de chiens, quoi. Mais il y a énormément de choses à faire en Slovénie aussi. C'est vraiment un pays hyper cool à faire et où il y a beaucoup de nature finalement.
Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui aimeraient faire, alors pas forcément un voyage similaire, je sais pas si beaucoup de personnes prévoiraient de partir uniquement dans des pays dog-friendly comme là vous le faites, mais de partir en Norvège, en Suède, ou de faire un road trip en van comme vous le faites là? Bah alors ça dépend si c'est en van ou pas en van, mais c'est vrai qu'en van, suivant les pays, c'est intéressant d'avoir du chauffage. Ça, J'imagine. c'est un conseil un peu bête, mais c'est vrai qu'en Norvège, Qu'est-ce même que quand vous avez installé à ce niveau-là? alors on a pris un chauffage diesel, c'est le Autotherm il me semble, mais on a eu quelques galères parce que je pense que quand on l'a fait poser par un professionnel, mais il y en a par exemple le pot, tu sais d'échappement qui était du côté de la route. Donc en fait, quand on était en Norvège et qu'on avait énormément de sel, de neige, il se retrouvait bouché et ça avait gelé dedans. Donc ça c'était la première galère qu'on a eue avec notre chauffage. Donc on s'est retrouvés limite au Cap Nord à plus avoir de chauffage. Donc Ah oui, on bonne s'est ambiance. ouais, on s'est bien gelé. On a eu ça, qu'est-ce qu'on a eu le chauffage, on a eu quelques galères, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Ouais, la pompe qui avait trop froid donc on n'arrivait pas à se chauffer. Donc suivant le pays, c'est important de d'aménager son van en fonction aussi de là où on va. Parce que quand on est dans des pays où il fait aussi froid que la Norvège, donc nous encore, ça allait, on a eu du -20 quand même la nuit, tu vois, alors qu'on n'était pas en hiver, on était encore en septembre. Donc Ça commence à faire déjà, ça c'est pas mal, je c'est pense. ça, c'est assez froid. C'est vrai que nous en van, on l'a aménagé en sachant qu'on aurait les chiens. Donc vu qu'on a des gros chiens, ça prend énormément de place. On a fait par exemple sous le lit une niche où les deux peuvent tenir. Donc c'est des aménagements qui sont pas forcément nécessaires suivant la taille du chien, mais nous on a trouvé ça hyper important qu'ils aient leur espace, qu'ils puissent se sentir bien parce que c'est leur maison pendant 6 mois. Hein. Donc voilà, au niveau du départ, je dirais plus en van, c'est important de penser à tout ça. Sinon, de manière plus générale, plus globale en termes de voyage, c'est intéressant de regarder vraiment l'itinéraire qu'on veut faire, les randos qu'on peut faire et qu'on peut pas faire en fonction de la météo, etc. Qu'est-ce que tu utilises toi pour justement avoir des infos sur les randos, etc.? Alors les randos, je regarde alors soit en tapant sur internet les randos un peu must-have à faire dans le pays. Par exemple en Norvège direct, tu vas voir le Trolltunga, le Prekestolen qui vont sortir. Sinon on regarde des fois sur Instagram, tu sais, tu as une petite map et tu peux voir un petit peu les photos des gens. Donc c'est pas toujours facile de trouver des trucs, mais des fois on trouve des pépites. Je sais qu'on avait trouvé en Norvège une randonnée où en fait tu es dans une sorte de c'est un truc un peu en bois, une sorte de pas de pont, mais ça se fait un truc un peu comme ça, un peu rond dans lequel tu fais toute ta randonnée. Donc c'est un peu insolite et on l'a pas vu forcément, tu vois, dans les guides ou dans des choses comme ça. Et sinon, quand on est vraiment à un endroit et qu'on veut trouver une randonnée à proximité, on utilise AllTrail. Qui est une appli qui est sympa parce que ça te géolocalise et ça te donne les randos, t'as les niveaux de difficulté. Souvent, ils te mettent si la rando est dog friendly ou pas. Donc ça y est pas toujours, des fois ça vaut le coup de tenter avec son chien, mais c'est sympa pour pouvoir voir les randos qu'il y a autour de nous quoi. Attends, je fais une parenthèse. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup avoir ton retour d'expérience une fois que tu auras fini aussi le voyage. Donc, je pense qu'il y a pas, si t'es OK qu'on en fasse un autre, je pense qu'il y a pas mal de questions qu'on pourra garder pour cette deuxième partie. Mais je me demandais quand même, est-ce que ce voyage t'a déjà un peu a changé un petit peu ton regard sur, tu vois, la condition de vie des chiens en France, sur même l'accessibilité aux différents spots des chiens en France, vs ce que t'as déjà vu, et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait peut-être voir à modifier ou à mettre en place? Ouais, je pense que la Norvège aura été vraiment le pays qui aura marqué notre début de voyage. C'était le premier et puis c'est un des pays qui est les plus dog friendly. C'est vrai que la Norvège, c'est parce qu'il y a beaucoup de nature, mais tout est quand même facilement accessible. Je réfléchis en même temps. Hein. Ouais, tu sais, s'il y a je sais pas, des choses que tu as remarquées, comme tu disais, les associations, elles ont une approche quand même vachement différente. Est-ce que il y a aussi d'autres choses dans la vie quotidienne qui est différente et dont on pourrait s'inspirer pour nous faciliter la vie, en fait, tout simplement? Ouais. Je sais qu'en Norvège, on a remarqué que les gens étaient hyper à cheval sur la manière dont se rencontraient leurs chiens. Donc, par exemple, il y a très peu, voire pas du tout de rencontres en laisse. Donc, au début, nous, c'était assez frustrant parce que
pas qu'on aime forcément faire des rencontres en laisse, mais c'est vrai que de temps en temps, on aime bien laisser se faire renifler les chiens. Et là-bas, non, pas du tout. Ils laissent pas du tout se faire renifler les chiens en laisse. C'est soit en libre, soit rien entre guillemets. Donc les chiens, ça les a, je pense, un peu perturbés au début de voir plein de chiens et de pas pouvoir forcément aller les voir. Mais là-bas, la tenue en laisse. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi accessible. Tu vois, en le disant, je le réalise un peu, mais les gens sont tellement respectueux que finalement c'est ce qui rend l'accessibilité aussi importante, tu vois. Du coup, ouais, c'est vraiment le fait que là-bas les gens sont extrêmement respectueux, tu vois, l'endroit où il faut le garder en laisse, il y aura personne qui va lâcher son chien, quoi. Donc vu qu'il y a cette rigueur-là, je dirais, et ce respect-là, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de tolérance sur les endroits où on peut amener son animal. Par exemple, ça me fait penser quand on était à Copenhague, il y avait un parc qui s'appelle, je crois, un peu, je sais plus, il a un nom, le parc à Dain ou le parc à Serres, quelque chose comme ça. Et nous, on a fait la bêtise au début. En fait, il y a plein de petits lacs dans ce parc et on s'est dit, bon, les chiens veulent boire, on les a lâchés parce qu'en fait, on les avait en traction à vélo. Et donc du coup, pour qu'ils aillent boire, c'était galère. Donc on les a lâchés juste le temps qu'ils aillent boire leur petit eau et qu'ils reviennent. Et là, directement, il y a une Danoise qui nous dit, oh là là, vite récupérez vos chiens. Il y a des rangers partout dans le parc. Si vous voient lâcher votre chien, vous allez vous faire tuer, quoi. Et nous, on n'avait pas cette conscience-là à ce point, tu vois. Et quand j'ai été un peu plus loin avec Reika je crois que je faisais un running, là je suis tombée sur une centaine de cerfs, quoi. Et je me suis dit, bah encore, ou de daims, je sais plus, mais je me suis dit encore heureux que il s'est rien passé, quoi. Et en fait, c'est là que tu comprends à quel point les espèces vivent ensemble et à quel point c'est hyper essentiel que chacun respecte, parce que c'est pas pour rien, quoi. C'est en France. Mais je trouve ça trop bien, enfin super intéressant dans le sens où en France, le moindre endroit où tu as des animaux sauvages, bah t'as pas le droit d'avoir un chien qui C'est soit ça. tenu en laisse ou quoi, c'est impossible. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, en France, il y a tellement d'endroits où c'est entre guillemets interdit de lâcher son chien. Je pense aux forêts, aux parcs, etc. Que nous, en tant que Français, on avait le réflexe d'essayer de leur accorder de la liberté dans des endroits où c'était pas forcément autorisé. Et en France, on a tellement cette volonté d'acquérir un petit peu de liberté quand l'endroit s'y prête ou qu'il n'y a pas trop de gens ou de rappel à l'ordre, que du coup on l'a fait, je dirais involontairement, enfin de manière, tu vois, c'était pas inné, mais on a tellement l'habitude de le faire en France, si Oui, tu c'est veux. juste pour 2 minutes, le temps qu'ils boivent, C'est ça leur ça, plaît, quoi. c'est ça, quoi. Et on s'est bien fait rappeler à l'ordre et on s'est dit, ouais, c'est pas pareil. C'est que là-bas, il y a des endroits pour les lâcher et où c'est ok d'être en liberté. Et donc, c'est dans ces endroits-là qu'il faut faire ça, quoi, pas ailleurs. Ouais, mais c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Tu vois, tu dis qu'ils sont ultra respectueux, etc. Mais en même temps, s'ils ont beaucoup d'endroits où ils peuvent le faire. En France, il me semble pas que tu aies le droit de lâcher ton chien où que ce soit en soi. Enfin, normalement, les chiens doivent être tenus en laisse ou en longe. C'est ça. Bah, il me semble que tu ne dois pas avoir ton chien en divagation. Je crois que c'est ça en France. Voilà, Donc, ça veut un peu tout dire et rien dire. voilà, donc entre guillemets, si ton chien, tu t'arrives à l'avoir vraiment qui t'obéisse au doigt et à l'œil, ça, personne te dira rien. Mais dans tous les endroits, ils te mettent un panneau avec laisse obligatoire. Donc au final, c'est difficile. Et puis les parcs à chiens, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour lâcher, pour les interactions. Bah, surtout vu la taille des parcs. C'est ça. Les parcs sont pas très grands. Là, par exemple, quand on était, je crois que c'était à Stockholm, il y avait pas mal de parcs à chiens qui étaient assez grands. Donc au final, tu vois, même quand t'étais en ville, t'avais des espaces où tu pouvais lâcher ton chien quand même assez facilement, quoi. Trop bien. Comment t'envisages la fin de ton voyage? Enfin, tu vois, le moment où il va falloir rentrer, j'imagine rendre ton devoir, etc. C'est ça. En vrai, je suis partagée avec la nostalgie parce que forcément, déjà là, les 4 premiers mois sont passés à une vitesse folle. On a la chance de pouvoir vivre en continu avec nos animaux et c'est pas donné à tout le monde et c'est tellement un plaisir de pouvoir leur faire vivre tout ce qu'on peut leur faire vivre, d'être avec nous, d'être dans la nature, etc. Donc je pense pas mal de nostalgie. Je dirais pas de la tristesse parce qu'on a eu une chance incroyable de pouvoir vivre cette expérience-là et en même temps un peu de hâte
parce que les projets s'arrêtent jamais, j'ai envie de dire, et que j'ai un projet entrepreneurial en tête qui est lié aussi fortement aux animaux, et donc je pouvais pas forcément l'avancer pendant le road trip parce que ça faisait beaucoup de choses à faire et qu'il y a un moment où faut prioriser. Mais du coup, entre les e-books et mon projet qui j'espère naîtra dans l'année qui arrive, il y a aussi un petit peu de hâte de pouvoir reprendre une vie où on peut se poser aussi, parce que c'est vrai que le van c'est hyper cool, mais c'est pas donné à tout le monde de vivre en van, je pense, à temps plein, Oh quoi. que oui. Parce Ok, oui. que ça, Beaucoup de logistique, hein. c'est ça, beaucoup de logistique, rien que se faire, parce que ce que je disais tout à l'heure, rien que se faire livrer les croquettes, c'est une galère, quoi. Donc pour tous ces aspects-là de la vie qui vont être un peu simplifiés, on se dit bon, on sera quand même bien de retrouver notre chez nous, mais voilà, un mélange de nostalgie et de hâte aussi. Et justement, tu parlais des croquettes. Comment vous organisez à vivre en van avec deux gros chiens? Ouais, bah déjà on a fait des rangements pour stocker dans le van. Tu vois, ça fait partie des détails où quand on a des chiens et qu'on aménage le van, on y pense parce que les paquets de 12 kilos, ils prennent quand même vachement de place. Donc on a fait des rangements spécifiques pour les paquets de 12 kilos. On avait de quoi ranger 3 à 4 paquets de croquettes. Donc on est parti avec pas mal de réserves parce que la Norvège c'est hyper cher, on le savait, et même en termes de croquettes c'était assez cher. Donc au Ouais, puis final, trouver là aussi la continuité de ta marque, c'est etc. ça. j'imagine. J'avais essayé de prendre une marque qui était entre guillemets trouvable partout en Europe, mais c'est un échec. On était parti sur Virbac parce qu'ils disent qu'ils sont partout en Europe, mais en fait vu que c'est des croquettes vétérinaires, c'est encore plus dur de les trouver qu'une marque entre guillemets lambda. Donc on a eu du stock pour faire Norvège, Suède. On a réussi à se faire livrer en Allemagne parce que Virbac, je crois que c'est allemand si je dis pas de bêtises. Donc on s'est fait livrer dans un relais un peu DHL, 3 paquets de croquettes pour rallonger. Et là en Slovénie, j'ai demandé en animalerie ce que vous connaissez Virbac, qui m'ont fait des grands yeux. Et j'ai regardé sur le site, Virbac existe, mais pas les croquettes Virbac. C'est que des produits de soins. Donc je pense qu'en Slovénie ils en ont pas. Et donc du coup, bah là malheureusement à 2 mois de rentrée, on n'aura pas réussi le défi de rester sur les mêmes croquettes. On est en train de faire une transition parce que ils ont des marques que je sais qu'on a en France, et du coup je les ai vus un peu tout le long du road trip parce qu'ils ont des sortes de soit de Maxiso, soit je crois qu'ils y en Slovénie ils ont Mister Pet. Et donc on a changé de croquettes pour le reste, et on va faire un petit stock en Slovénie avant de partir pour la Croatie et la Grèce, parce que c'était galère de rester sur les Virbac, c'était galère, quoi. Ouais, j'imagine. Donc ouais, c'est une vraie logistique, les croquettes et l'alimentation. En plus, avant d'être en van, ils étaient à la ration ménagère. On a dû repartir sur les croquettes parce que en van c'est pas possible du tout de stocker du congelé. Vous avez Donc quand même un petit frigo? ouais, on a un frigo qui est pas si mal. Je crois qu'il fait 60 ou 80 litres, je sais plus, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais, donc on a un bon frigo avec un petit freezer, mais pas du tout de quoi mettre des rations ménagères ou du barfou, quoi que ce Pour soit, de quoi. gros chiens, ouais, C'est tu ça, m'étonnes. c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions pour ce premier épisode. J'en aurai tout plein d'autres à te poser dans le prochain épisode qu'on enregistrera ensemble à la fin de ton périple. Mais est-ce que, au cas où, il y a des choses dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas partagées aujourd'hui? Je dirais que les gens n'hésitent pas, quoi, finalement. En fait, c'est un peu tout l'objectif du projet, c'est de donner envie et d'inspirer tous les maîtres qui ont peur de partir avec leurs animaux, de montrer que c'est possible. Donc finalement, c'est de tenter. C'est pas toujours facile. Faut pas rendre la chose complètement rose. C'est pas toujours facile. Il y a des endroits où on peut pas les prendre. Comme je te disais, tu vois, les grottes en Slovénie, il y a des endroits où vaut mieux pas les prendre aussi. Donc faut s'adapter. L'intérêt d'avoir un van, c'est qu'on peut les laisser tranquilles entre guillemets à la maison. Donc je pense que quand on part et qu'on n'a pas un van, c'est intéressant d'avoir un logement où on sait que notre chien peut rester tranquille et ne pas être stressé particulièrement. Donc voilà, je dirais de tenter de vivre des expériences, de vivre la vie pleinement avec son chien, et voilà. Trop bien. Et si je voulais te demander aussi, est-ce que tes e-books sont déjà disponibles?
Alors pas encore, il y a eu des précommandes quand on a fait l'ouverture de la cagnotte. Là, ils sont en conception, donc pas encore. Mais normalement, ouais, d'ici, j'avais donné des deadlines avec l'école. D'ici, normalement, je crois que c'est avril ou mai grand maximum, ils seront disponibles. Si les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout ont envie de suivre la fin de ton aventure, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Ils peuvent me retrouver principalement sur Instagram, fluffy-travelers, où on partage vraiment le quotidien en story. On montre nos galères, ce qui se passe et toutes nos aventures. On a eu d'ailleurs une galère il y a 2-3 jours, on s'est embourbé, donc tu vois, on partage tout ça. Mais ouais, principalement sur Instagram. Trop bien, et on mettra tout ça en description. Merci beaucoup, Margot, pour ton retour d'expérience. C'était super intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on rééchange à nouveau pour continuer de suivre tout ça. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Ciao. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.